JP Morgan Chase. Ce nom évoque bien plus qu'une simple banque. C'est un véritable titan de la finance. Son influence est tellement énorme qu'elle modèle l'économie mondiale. Alors la question se pose, est-ce que ce géant est un pilier qui nous protège ou au contraire une menace qui pèse sur nous tous? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va explorer ensemble les deux visages de la banque. D'un côté, on a son rôle historique, celui du sauveur en temps de crise, et de l'autre, eh bien, il y a cette crainte grandissante qu'elle soit devenue si énorme, si colossale, que sa chute pourrait tout simplement entraîner l'ensemble du système. Pour bien comprendre d'où vient cette dualité, il faut faire un petit bond dans le passé. Allez, on retourne en 1907. Imaginez un peu, une époque sans banque centrale où le système financier américain est littéralement au bord du gouffre. Et ça, ce manque de filet de sécurité, c'était vraiment le cœur du problème. Quand une crise éclatait, il n'y avait personne. Pas de prêteur de dernier ressort, comme on dit. Aucune institution pour injecter de l'argent frais et calmer le jeu. Le système était complètement livré à lui-même. Et tout a commencé avec une spéculation boursière qui a très mal tourné le 16 octobre. Regardez un peu la vitesse à laquelle le feu s'est propagé. En quelques jours à peine, la panique a paralysé les banques, puis les sociétés de fiducie, et le 24 octobre, c'est carrément la bourse de New York qui a failli s'effondrer. Le crédit, qui est un peu le sang de l'économie, s'est tout bonnement arrêté de circuler. Et là, au milieu de ce chaos total, un seul homme avait l'autorité et le pouvoir d'intervenir. John Pierpont Morgan. Attention, ce n'était pas un politique, il n'avait aucun mandat officiel. C'était juste le centre de gravité de toute la finance américaine. Et son intervention a été, musclée. Il a mis son propre argent en jeu, il a forcé ses concurrents à coopérer, et dans un épisode qui est devenu légendaire, il a littéralement enfermé les grands banquiers de Wall Street dans sa bibliothèque. La consigne était simple, personne ne sort tant qu'un accord n'est pas trouvé pour sauver le système. Il est devenu, de fait, la banque centrale à lui tout seul. Cette citation, elle résume parfaitement sa vision des choses. Pour lui, la finance, ce n'était pas une affaire de chiffres ou de régulation. Non, tout reposait sur le caractère, sur la confiance qu'on pouvait avoir en quelqu'un. Et c'est précisément sur cette confiance-là qu'il a réussi à rebâtir le système en 1907. Au final, cette panique a démontré une chose essentielle. Une économie moderne ne pouvait pas reposer sur les épaules d'un seul homme, même un homme aussi puissant que Morgan. C'était trop risqué. Et c'est cette crise qui a directement mené à la création de la Réserve fédérale, la fameuse Fed, en 1913. L'idée, c'était d'institutionnaliser le rôle de pompier que Morgan avait dû jouer. Alors, ça, c'était hier. Faisons un grand saut jusqu'à aujourd'hui et regardons un peu ce qu'est devenue l'institution qui porte son nom. Et accrochez-vous, parce que son échelle est devenue quasi inimaginable. Alors ce communiqué de presse est fictif, bien sûr, mais il est parfaitement réaliste. Il illustre bien ce qu'est la banque aujourd'hui, une machine à cash, une véritable forteresse financière qui semble absolument inébranlable. Regardons les chiffres de plus près, juste pour prendre la mesure de la chose. 57 milliards de dollars de bénéfices nets annuels. C'est plus que le PIB de dizaines de pays dans le monde. Mais ce n'est pas tout, loin de là. La banque gère presque 5 000 milliards de dollars d'actifs. 5 000 milliards, c'est un portefeuille tellement colossal que ça lui donne une influence absolument dingue sur les marchés du monde entier. Et la clé de sa puissance, c'est sa diversification. JP Morgan, ce n'est pas juste une banque d'investissement pour les traders. Non. Elle est partout. Dans le compte en banque de monsieur et madame tout le monde, dans les prêts aux PME, dans la gestion de fortune, elle est tissée dans chaque recoin de notre économie. Bon, maintenant qu'on a vu la forteresse, passons à une petite expérience de pensée. On va complètement retourner le scénario de 1907. Et si, cette fois-ci, la banque n'était pas la solution, mais le problème, la source même de la crise? Pour ça, on va s'appuyer sur une analyse spéculative qui imagine un scénario noir projeté lui aussi fin 2025. C'est le scénario où le sauveur d'hier se transforme en risque numéro 1 pour le système aujourd'hui. Dans cette hypothèse, tout commence par un document d'urgence, un fameux formulaire WICA, déposé un peu en catastrophe, tard un vendredi soir. Ce qu'il révèle, des pertes colossales à cause d'un pari gigantesque qui a mal tourné. La banque avait misé sur la baisse du cours de l'argent métal, et le cours s'est envolé. Le mécanisme technique derrière ça, c'est ce qu'on appelle un short squeeze, une vente à découvert forcée. Pour faire simple, imaginez, la banque a promis de vendre plein d'argent, qu'elle n'a pas encore. Sauf que le prix de cet argent monte en flèche. Elle est donc obligée d'en acheter en urgence pour couvrir ses promesses, mais en achetant massivement, elle fait monter le prix encore plus. C'est une spirale infernale. Donc la mécanique de l'effondrement, c'est une cascade. Étape 1, le pari qui tourne au vinaigre. Étape 2, ça déclenche des appels de marge qui siphonnent des milliards de cash chaque jour. Et enfin, l'étape 3, le coup de grâce, le problème devient physique. La banque est à sec et elle n'a plus qu'une seule solution, appeler à l'aide la Réserve fédérale. Ironique, non?
l'institution qu'elle a indirectement aidé à créer? Ce graphique montre parfaitement le piège mortel. D'un côté, la barre immense des promesses de vente, 200 millions d'onces d'argent, et de l'autre, la toute petite barre de la réalité physique. Seulement 38 millions d'onces sont vraiment disponibles pour la livraison. Le calcul est vite fait, la banque ne peut tout simplement pas honorer ses contrats, elle est prise au piège. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ, au grand paradoxe de JP Morgan. En 1907, le problème, c'était le chaos. Il n'y avait pas de système, pas de filet de sécurité, et il a fallu un homme exceptionnel pour remettre de l'ordre. Aujourd'hui, la peur, c'est l'inverse. On a un système, mais il est peut-être devenu dépendant d'une seule banque, une banque si gigantesque que sa chute pourrait être trop grosse pour que les autorités, même la Fed, puissent la gérer. Pour le dire autrement, en 1907, le pouvoir personnel de JP Morgan a agi comme une banque centrale de fortune. Il était la solution, parce que sa stature et sa fortune étaient plus grandes que la crise elle-même. En 1907, le système a été sauvé par un seul homme. Mais la question qui reste aujourd'hui, c'est qui sauve le système d'une seule banque? Quand le pilier de l'édifice menace de s'effondrer, vers qui se tourne-t-on? Est-ce qu'une banque est devenue non seulement trop grosse pour faire faillite, mais peut-être aussi trop grosse pour être sauvée?